je vais gagner du temps en ne me présentant pas. Donc l'idée de ma présentation, c'était plus voilà, de revenir. Alors j'ai plus une approche apport de la recherche. Hein. Je ne vais pas vous présenter des résultats et des outils spécifiques. L'idée, c'était de revenir un petit peu sur la question de la prise en compte de ces acteurs intermédiaires. Hein. Donc comme l'a bien dit Patrick, tous les acteurs qui sont entre producteurs agricoles et consommateurs. Donc ça comprend les industriels, en gros les transformateurs plutôt, et puis tous les acteurs de la distribution qui sont les acteurs sur lesquels je vais me focaliser. Et donc l'idée, c'est de revenir sur les enjeux et les questionnements qui sont derrière la prise en compte de ces acteurs, sachant que en fait, ce qu'on observe, hein, c'est que ces acteurs sont finalement assez peu pris en compte, enfin en tout cas, et assez peu présents dans les recherches, hein, notamment sur la relocalisation de l'alimentation. Ça commence, mais voilà, c'est encore limité. Et puis, dans les initiatives locales où ça pose un certain nombre de questions. Donc, juste en guise d'introduction, on va dire de préliminaire, je voulais revenir sur ce que je mets derrière la notion d'acteur de la distribution. Puisque en fait, donc vous avez un petit schéma, alors très simplifié, hein, de ce que peut être, de la façon dont on peut représenter un système agroalimentaire. Et donc en vert, vous avez tous les acteurs qui sont associés à la distribution. Donc en fait, en gros, l'idée, c'est que les acteurs de la distribution, c'est tous les acteurs qui prennent en charge qui sont spécialisés dans la prise en charge de fonctions de distribution. Et donc ces fonctions de distribution, c'est des fonctions, on va dire, transactionnelles, commerciales, hein, qui permettent la réalisation de transactions. Donc ça va être l'achat-vente, ça va être la promotion, la négociation. Et puis c'est aussi toutes les fonctions logistiques, hein, donc toutes les fonctions associées à la gestion des flux logistiques. Donc dans ce schéma-là, je n'ai pas fait apparaître justement tous les acteurs spécialisés dans la logistique, hein, ce qui est un manque, puisque... ils n'apparaissent pas en fait forcément dans les flux de produits, mais ils sont présents et c'est une grande question qui se pose. Mais donc en fait l'idée de ce schéma, c'est plus, sans vouloir le détailler, c'est plus de montrer la diversité de ces acteurs-là, derrière la notion d'acteurs de la distribution. Donc souvent quand on parle de distribution, automatiquement on pense grande distribution, sauf qu'en fait il y a une diversité d'acteurs qui interviennent à des stades différents dans les circuits de distribution, hein, donc des grossistes sur les lieux de production jusqu'aux détaillants qui commercialisent auprès des consommateurs. Donc une diversité très importante de types d'organisation. Hein, donc vous avez beaucoup de coopératives dans le commerce de gros de produits agricoles, par exemple. Dans le commerce de détail, vous avez une diversité d'acteurs. Donc vous avez la grande distribution, mais vous avez aussi tous les détaillants indépendants. Et aussi beaucoup de nouveaux intermédiaires qui apparaissent, hein, beaucoup d'acteurs. Donc ce matin on a parlé d'Ovabio, enfin, il y a eu une intervention sur Ovabio. C'est des nouveaux acteurs qui apparaissent et qui prennent en charge un certain nombre de ces fonctions de distribution. Donc on a une évolution de ces canaux de distribution. Et puis, mais en même temps, on a des acteurs historiques qui sont présents aussi. Donc voilà, on a une diversification et donc une forme de complexité aussi de ces circuits de distribution. Et en fait, ce qu'on constate quand on regarde un peu en détail, c'est que ces acteurs, ils sont engagés dans les dynamiques de relocalisation de l'alimentation, et pour certains depuis longtemps, hein, donc sans parler des nouveaux acteurs qui fondent finalement leur entre guillemets légitimité ou leur activité sur ces dynamiques de relocalisation, vous avez tous les acteurs anciens de la distribution qui peuvent intervenir et qui cherchent à se positionner aussi dans ces dynamiques de relocalisation d'alimentation. Alors, peut-être pour essayer alors, des pistes d'interprétation hein, que moi je peux identifier derrière les freins en quelque sorte à la prise en compte des intermédiaires. Il y a une première explication que moi je vois, c'est celle de l'ancrage agricole des initiatives. Hein. Donc, en fait, sur le terrain, on a un certain nombre d'initiatives
qui repose sur des problématiques agricoles, la réponse qui viennent d'une volonté de répondre à des problématiques agricoles, des problématiques d'accès au foncier, de maintien de l'agriculture, mais aussi de répartition de la valeur et donc de meilleure rémunération des agriculteurs. Donc automatiquement, on va plutôt partir des agriculteurs plutôt que des autres acteurs. Et puis du côté de la recherche, c'est un peu pareil finalement. Alors maintenant, ça s'est beaucoup, là aussi, ça s'est beaucoup diversifié, ça évolue, mais au départ, c'est vrai que les chercheurs qui étaient les plus en pointe là-dessus, c'était plutôt des chercheurs issus de l'agronomie, en fait, d'enseignement, recherche agronomique, alors agroéconomie, agrosociologie, etc. Mais en tout cas, voilà, avec un ancrage agricole fort. Autre élément qui transparaît aussi, c'est l'idée d'opposition de modèles. C'est-à-dire qu'en fait, on a une critique très forte du modèle conventionnel dominant. Et donc, les différentes initiatives et recherches qui portent sur ces questions-là, elles visent à remettre en cause ce modèle-là. Et donc, en fait, on a vite une opposition entre deux modèles, ce modèle conventionnel et puis des modèles alternatifs qui se construisent en opposition à ce modèle conventionnel. Et à partir de là, alors là aussi, une fois de plus, ça évolue, mais il y a eu une des solutions qui était vue une des problématiques de ce modèle conventionnel, c'est notamment la multiplication des intermédiaires, la distance entre producteurs-consommateurs, alors qu'elle soit géographique, mais aussi relationnelle. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'acteurs et une déconnexion entre la production et la consommation. Donc une solution, c'est effectivement de supprimer les intermédiaires. Et donc derrière, du coup, on ne va pas forcément regarder ce qu'ils font automatiquement et on ne va pas chercher non plus à les impliquer dans les initiatives, d'autant moins qu'il y en a un certain nombre qui, en fait, portent des valeurs qui sont issues du modèle conventionnel. Donc automatiquement, ça ne va pas... et puis avec derrière, justement, ce risque, alors il y a les questions de greenwashing, de conventionnalisation, de réappropriation en fait, de valeurs des modèles alternatifs par les acteurs conventionnels. Et donc ça pose la question de l'intégration finalement des acteurs de la distribution au sens large dans les initiatives de relocalisation. Et en fait, c'est un peu la même chose du côté de la recherche. C'est, en gros, on va étudier des modèles alternatifs, donc en fait, pas forcément étudier des acteurs qui peuvent être rattachés au modèle conventionnel. Alors, de plus en plus, on parle justement de modèles hybrides, et ça évolue aussi, avec de plus en plus la prise en compte, notamment de circuits courts, mais avec un intermédiaire. Et puis, il y a une chose qui ressort aussi. Donc on a eu notamment une thèse qui a été soutenue en 2018 de Camille Billon, qui a bien mis en évidence aussi la problématique de l'interconnaissance, notamment entre les acteurs, l'interconnaissance entre les acteurs plutôt porteurs d'initiatives de relocalisation et de proximité, et puis les acteurs de la distribution, et puis notamment entre acteurs publics, acteurs privés, enfin voilà, des difficultés de connaissance et de dialogue, mais des deux côtés d'ailleurs. Donc après, l'idée c'était de revenir du coup sur les enjeux qui sont derrière la prise en compte de ces acteurs. Alors quand je dis prise en compte, c'est pas forcément l'intégration dans les initiatives, etc. C'est aussi aller regarder ce qui se passe du côté de ces acteurs, les initiatives qui sont mises en place par ces acteurs, et de les comprendre. Et derrière ça, il y a un premier enjeu qui est celui d'avoir une approche systémique. Donc on l'a vu un peu, on en a parlé un peu ce matin, dans le scénario After 2050. En fait, on a des systèmes alimentaires, donc il y a une interdépendance entre des acteurs, etc., qui vont avoir un rôle. Et donc, si on ne regarde pas ce qui se passe du côté de l'ensemble des acteurs qui composent ces systèmes, on perd une partie de l'information. Alors, on a parlé du gaspillage ce matin, notamment. Voilà, le gaspillage, si on ne prend pas en compte l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, on peut avoir des difficultés. Enfin, voilà, on va perdre des éléments. Donc, notamment, alors j'ai cité là Claire Lamine, mais voilà, il y a tout un tas de travaux qui mettent en évidence la nécessité de cette approche systémique pour un objet qui est pluridimensionnel et puis qui est transversal, qui est l'alimentation.
Autre élément qui ressort, c'est celui de la nécessaire prise en compte de la coexistence et éventuellement de la complémentarité des différents modèles. Hein. Donc, je reviens sur l'idée d'opposition entre alternatives conventionnelles. Et vous avez notamment un travail de Fournier et Touzard, des collègues de Montpellier, qui mettent en évidence l'importance de cette coexistence pour assurer la sécurité alimentaire. Avec notamment l'idée que les modèles alternatifs ont un rôle pour porter l'innovation, hein, notamment, et faire évoluer ces modèles conventionnels. Alors avec le risque, bien sûr, qui est de protéger aussi, qu'il y ait des politiques publiques mises en place pour protéger finalement ces modèles alternatifs contre une forme de réappropriation aussi éventuelle. Troisième élément, et là Carole reviendra un peu dessus, c'est celui de la question, l'enjeu de la... Alors, j'aime pas le terme massification parce que c'est trop proche de la notion de consommation de masse, donc je trouve ça un peu contradictoire de l'utiliser, mais c'est un peu l'idée ce que je mets derrière la notion de changement d'échelle, c'est l'idée de faciliter l'accès, alors on va dire à des marchés on va dire du local, hein, c'est pas... pour un certain nombre d'acteurs. Alors c'est vrai, côté consommateur, hein, il y a eu un atelier ce matin, je crois, là-dessus. Donc il y a la question de l'accès de l'ensemble des consommateurs à une alimentation plus locale, plus de qualité au sens large. Voilà. Il y a cette problématique-là. Alors c'est l'accès financier, enfin économique, l'accès physique aussi, hein, géographique, etc. Et puis, il y a l'accès aussi de ces systèmes à certains agriculteurs. Alors, Carole en parlera un peu plus. Hein, c'est l'idée qu'il y a aussi les notions d'agriculture du milieu qu'on retrouve un peu dans la notion de système alimentaire du milieu, hein, de dire qu'en fait, il y a certains agriculteurs aussi, notamment, ou certains autres acteurs, hein, même intermédiaires, qui peuvent être exclus, en fait, parce qu'ils sont à une échelle intermédiaire entre le petit et le gros. Et donc, en fait, qui sont finalement exclus aussi de ces initiatives. Donc, Carole reviendra là-dessus. Voilà. Puis, un dernier enjeu, c'est aussi quand même la question de... Il faut que j'accélère. Ah oui, la question de la prise en compte du rôle de ces acteurs de la distribution, et des acteurs intermédiaires au sens large. Hein, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les transformateurs, dans le développement, en fait, leur place dans les territoires. Leur rôle dans la valorisation de certaines productions. Hein, donc ça, je renvoie notamment aux travaux de Claire Delfosse qui est présente dans l'atelier en parallèle. Hein. Qui met en évidence le rôle des détaillants crémiers, notamment dans la valorisation de certaines productions locales. Le rôle, on a tout le rôle en termes d'aménagement, que ce soit dans les territoires urbains, mais aussi les territoires ruraux, hein, des commerçants de détail. Hein, donc, avec aussi la question derrière de l'emploi, hein, parce que c'est aussi une question qui se pose. Des notions aussi d'activation de la proximité, hein, et puis des travaux qui mettent en évidence le fait que c'est pas parce que les gens sont proches géographiquement que finalement il y a une proximité relationnelle et que du coup il ne faut pas éventuellement des intermédiaires pour que ces acteurs se croisent. Vous avez aussi des travaux, et puis même en discutant avec des porteurs de projets de systèmes de panier, etc., qui disent que finalement la participation aussi, qui vont participer à recréer des dialogues entre certains producteurs qui vont finalement se retrouver à fournir certains intermédiaires et qui vont développer des échanges entre eux. Voilà. Donc il y a un travail qui est paru très récemment là, écrit par des collègues belges, hein, sur ces questions-là. Virginie, on peut avancer parce que je crois et qu'on a débordé. Je termine voilà. Très rapidement, et de toute façon ça fera lien avec la présentation de Carole. Derrière, il y a un certain nombre de questionnements qui se posent, bien sûr. Hein, donc, il y a la question de quels acteurs, hein, donc, avec derrière, cette question centrale qui est celle justement, hein, de la conventionnalisation, du risque de perte des valeurs portées par des modèles plus alternatifs si on intègre certains acteurs, hein, notamment il y a la question de la grande distribution, hein, qui est quand même donc dans ce travail là de Buis et collègues, ils mettent en évidence le fait que l'identité de l'intermédiaire va avoir un impact différent
enfin en tout cas va porter des valeurs différentes. Après, ce qui est mis en évidence aussi, ce qui est important, c'est de prendre en compte l'échelle, hein, c'est-à-dire qu'à une échelle très locale, on peut avoir des intérêts en termes de développement local, etc. Par contre, ça peut poser la question du modèle global de ces acteurs, hein, qui peuvent avoir un impact intéressant localement, mais par contre qui portent un modèle de développement à une échelle plus globale, on va dire, qui pose question. Après, il y a la question de certains acteurs dont on commence à prendre conscience, mais tous les acteurs des marchés physiques notamment, hein, donc notamment les marchés de gros, mais peut se poser aussi la question du rôle des marchés au cadran, hein, donc tous ces marchés physiques qui sont très peu étudiés. Alors les mines commencent à être un sujet de questionnement, notamment par rapport à la question de la résilience des systèmes alimentaires des villes. Voilà, donc il y a un certain nombre de travaux qui commencent et qui posent des questions. Du coup, il y a la question derrière de la légitimité des acteurs, hein, quel type d'acteurs on intègre. Puis il y a la question de la gouvernance, et là, Carole y reviendra beaucoup plus en détail, et notamment la question de la gouvernance au sein des canaux qui se mettent en place et des formes de contractualisation, de partenariat qui peuvent se mettre en place pour assurer la préservation des valeurs, notamment la question de la rémunération des agriculteurs et d'un juste partage de la valeur ajoutée entre les différents acteurs. Et puis il y a la question à l'échelle des territoires, hein, avec derrière aussi la question des complémentarités entre les différents circuits de distribution, hein, pour répondre aux différents enjeux. Voilà, on a parlé un petit peu ce matin des filières longues, filières courtes, l'articulation entre ces différents canaux de distribution, comment ça peut se jouer, etc. Donc il y a plein de questions qui se posent. Merci.